Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Voici les titres de ce 19h. À la une, les consignes de sécurité pour tous les utilisateurs de bouteilles de gaz. Après les explosions mortelles à Paris il y a 2 semaines, puis celle de Lyon de ce matin, nous sommes rapprochés de professionnels à Mayotte pour évoquer comment éviter ces incidents. Nous serons également au RSMA de Combani, une institution qui fait office de réussite en matière de formation professionnelle. Le député de la Guadeloupe, Olivier Servat, membre de la commission des finances, a visité le site. Il est notre invité. Rendez-vous tout à l'heure. Et puis nous reviendrons sur les vœux du président du conseil départemental, l'occasion pour Swabahadine Ibrahim de présenter les grands projets de développement du département pour les années à venir. Reportage à suivre. 3 personnes ont été blessées légèrement ce matin dans la banlieue lyonnaise. Une spectaculaire explosion de bonbonnes de gaz a eu lieu à l'université Claude Bernard à Villeurbanne. Le bâtiment Mandel de l'université a pris feu un peu après 9 heures, après que les 3 bouteilles de gaz aient explosé sur le toit terrasse. Les images sont impressionnantes. Les bouteilles avaient été entreposées dans le cadre de travaux d'étanchéité des étages supérieurs. Un périmètre de sécurité a été installé autour de l'université et 800 étudiants ont été évacués. Le feu a été maîtrisé vers 10 heures et il n'y a pas de risque chimique, même si le bâtiment abrite des laboratoires de biologie. Un incident qui survient 2 semaines après l'explosion de gaz qui avait fait 4 morts et plusieurs blessés à Paris, ce qui nous conduit à se poser cette question. Mayotte est-elle à l'abri de ce genre de risque dans une île où plus de la moitié de la population consomme du gaz? Comment faire pour éviter les accidents? Voici l'exemple d'un restaurateur que Darwesh Daou et Fahar Hosseini ont rencontré. Reportage. Chaque jour, Souleymana Oumadi effectue le même rituel avant de cuisiner dans son restaurant. Je viens ouvrir le gaz en m'assurant qu'il n'y a pas le moindre problème. Une fois avoir fini de cuisiner, je ferme les bouteilles, mais également ceux de vannes supérieures de transmission. Et je le fais de manière systématique. Cela fait 3 mois depuis que Souleymana a ouvert son restaurant. Et pour faire fonctionner sa cuisine, il a mis en avance la sécurité. Mon installation répond parfaitement aux normes exigées. J'ai fait appel à des professionnels. Comme ça, je ne prends pas le moindre risque. Cela me permet de travailler en toute sérénité. Pour les professionnels, la sécurité en question nécessite d'abord une grande vigilance. Si vous sentez l'odeur de gaz, donc il faut premièrement aérer, ouvrir portes et fenêtres, ne pas utiliser l'électricité, ne pas utiliser de torches ni de briquets et étincelles, ne pas fumer. Bien aérer, sortir du local, avertir les voisins qu'il y a une odeur de gaz chez moi et puis aller, s'il le faut, appeler les pompiers. À la question de savoir à quel niveau peut-on évaluer le danger si la bouteille de gaz est pleine ou lorsqu'elle est vide. C'est la fuite même qui est dangereuse parce qu'en cas de fuite de gaz, une bouteille pleine ou à moitié pleine ou à moitié vide, c'est la fuite, c'est le mélange du gaz avec l'oxygène de l'air qui va créer l'atmosphère explosible. C'est ça qui peut exploser. Reste maintenant à chaque consommateur de prendre les dispositions appropriées pour faire face à toute éventualité. Ces images à présent, 3 hommes ont été interpellés avant-hier à Bouéni et un autre interpellé très tôt hier matin sur son lieu de travail à Bouéni toujours. Les 3 individus sont soupçonnés d'être au cœur d'un trafic de stupéfiants. Tous ont été placés en garde à vue à la gendarmerie de Mzouazia. 2 ont été relâchés hier. Le troisième homme qui reste entre les mains de la justice devrait être déféré sous peu. Image signée ici, Costa Bahari Swafa. D'autres images, celles de démolition de Kazantol sur la commune de Mamoudzou. L'opération a eu lieu ce matin. La municipalité a procédé à cette opération à Tsunzu, où les résidents de cette case n'étaient pas sur les lieux. Une autre démolition a eu lieu à Cavani.
Dans les deux cas, il s'agit de taudis construits sur des terrains privés ou appartenant à la commune. D'autres opérations de ce genre sont prévues dans d'autres localités de la commune dans les jours à venir. Image Daniel Abdou, Youssouf Ahmed Matoir. Direction le conseil départemental où cet après-midi, le président de l'institution a présenté ce vœu de la nouvelle année à ses administrés. L'occasion pour le chef de l'exécutif de présenter les grands projets à venir pour l'année 2019. Alda Alidi, Daniel Abdou. 2019, une année décisive pour le département de Mayotte. C'est en tout cas ce qui est ressorti de ces vœux du président Sobahdine Ibrahim Ramadani après avoir fait un bilan succinct de ses premières parties de mandature. Le président a dévoilé les grands axes de développement pour les années à venir, à savoir comme priorité la réhabilitation des routes du sud notamment, le développement du transport en commun par voie terrestre et maritime, comme ces gares du STM qui vont être rénovées et deux autres qui sont annoncées à Iloni et Longoni. Le département compte surtout se pencher sur la situation des communes et les accompagner dans les travaux d'assainissement, d'éclairage public et d'équipements sportifs. Mais le scoop du jour, c'est cette annonce du président qui explique avoir été sollicité par le Mozambique pour jouer un rôle dans l'exploitation de gaz dans la région. Je vous propose de l'écouter. ExxonMobil est intéressé lors de l'exploitation du gaz, parce qu'il faut imaginer que c'est à 2000 mètres de profondeur de la mer. Ce qui fait que d'après l'expérience de la société, il arrive souvent des accidents. Et que donc il faut que l'entreprise, la société, puisse évacuer rapidement ses personnels, quasiment à proximité. Le Mozambique ne dispose pas encore à ce jour des équipements dédiés. Nous, on est à 1h30 de vol. Les grands milliardaires de la société souhaitent aussi trouver à proximité un endroit où se reposer, travailler. Ils vont utiliser l'aéroport, ils souhaitent utiliser le port pour les entrepôts. Mais 2019 sera aussi une année cruciale pour les travaux de révision constitutionnelle qui doivent mener l'île à un statut de département en région à part entière. On attend d'ici quelques semaines la visite d'une commission parlementaire et en croire le président, c'est la dernière chance pour achever ce travail avant la prochaine échéance électorale. Après les vœux du département, place à ceux des communes de Mayotte. En début de soirée, le président de l'association des maires a ainsi présenté ses vœux pour la nouvelle année à la Croisette sur le front de mer à Mamoudzou. Et sans plus tarder, nous rejoignons Hakim Ali Saïd aux côtés de Saïd Omar Wali. Bonsoir Hakim. Bonsoir Papineau, et ce sont des maires énormément sollicités qui se retrouvent donc ce soir ici à Mamoudzou autour de leur président Saïd Omar Wali pour se souhaiter le meilleur pour cette nouvelle année 2019. Des maires sollicités d'abord par les habitants de leur commune dans cette île aux attentes sociales multiples, des maires sollicités à un moment où leurs dotations, leurs moyens financiers ne sont pas des meilleurs, des maires sollicités par l'exécutif, le gouvernement à un moment où la France traverse une grave crise sociale avec les Gilets jaunes. Les maires de Mayotte doivent aussi apporter leur contribution au grand débat public voulu par le président Emmanuel Macron. Des maires qui sont également à un peu plus d'un an de la fin de leur mandat. Certains sont également préoccupés par leur réélection dans ce contexte difficile. Le contexte général de Mayotte n'est pas des meilleurs. Cependant, cela n'empêche pas aux maires de se souhaiter bonne année pour 2019 en attendant 2020, l'année des élections et éventuellement de réélection pour certains d'entre eux. Hakim Ali Saïd en direct de la Croisette à Mamoudzou avec Daniel Abdou. Et on en vient à la visite du député Olivier Serva actuellement à Mayotte. Le député de la Guadeloupe, membre de la commission des finances, s'est rendu aujourd'hui au RSMA, une véritable institution aujourd'hui à Mayotte. Installé depuis 30 ans à Combani dans le centre de l'île, le RSMA dispense à ce jour une vingtaine de formations professionnelles. En 3 décennies, il a accueilli plus de 6000 jeunes Mahorais dont la grande majorité a trouvé aujourd'hui du travail. Présentation de cette école de la réussite avec Hakim Ali Saïd et Youssouf Ahmed Matoir.
Des étincelles avec l'espoir de briller, en tout cas de réussir dans la vie, Moussa a intégré cette année le régiment du service militaire adapté de Mayotte, section métallerie. Il faut savoir utiliser les machines, comment on coupe les tôles et comment souder. À 20 ans et après avoir stoppé le cursus scolaire classique en terminale, Moussa a trouvé ici une école de la deuxième chance. Se respecter entre nous déjà, avoir le respect envers les autres personnes aussi. Comment on doit se présenter si on va chercher du travail. Les jeunes sont très manuels et ça c'est quelque chose que j'ai pas eu l'habitude de voir en métropole. Ici ils sont beaucoup plus débrouillards, ils travaillent davantage à la main, ils n'ont pas trop l'habitude d'utiliser les grandes machines. Et donc la difficulté c'est de les amener à travailler avec ces machines-là. 36 jeunes sont inscrits cette année dans les filières métallerie et charpente, des secteurs porteurs sur le marché du travail à Mayotte. Les artisans sont à la recherche d'ouvriers pour concevoir tout ce qui est insécurité sur Mayotte, donc par le biais des protections des ouvertures, donc les fenêtres ou les portes, donc système de barodage, ou ça peut être les barrières qui donnent sur l'extérieur avec pour délimiter les périmètres, la clôture, etc. L'insertion professionnelle des jeunes, c'est la principale mission du RSMA. Dans leur parcours de vie, 600 jeunes sont en formation ici chaque année. Encadrés par une centaine de personnes, dont une vingtaine de formateurs, ils sont répartis dans 20 secteurs de formation, bâtiments, mécanique, restauration, sécurité et j'en passe. De toutes les unités de formation de ce type outre-mer, Mayotte arrive en tête avec le meilleur taux d'insertion professionnelle. On est près de 90%, dont 60% d'insertion directe et durable. Il n'y a pas de contrat de moins de 6 mois. Et sur les 30% qui nous restent, ce sont des emplois ou des poursuites de formation essentiellement en métropole, dont la moitié reviennent à Mayotte. Je crois que le succès il est vraiment lié à la volonté de la jeunesse mahoraise en laquelle je crois. Nos anciens ont connu cette de noblesse. En 30 ans, le RSMA de Kombani a vu défiler ici plus de 6000 jeunes mahorais. L'un d'entre eux est élu maire d'une des 17 communes de l'île. Le député Olivier Servaille, donc l'invité de ce 19h. Bonsoir. Bonsoir aux téléspectateurs de Mayotte la première. Alors, on vous a vu à l'image, en visite au RSMA. Ça reste un modèle de réussite pour Mayotte, mais ça peut être aussi un modèle pour la République? Ah oui, tout à fait. J'ai trouvé là des personnels encadrants très motivés. J'ai trouvé des jeunes très dynamiques et surtout, j'ai vu un taux d'intégration post-formation impressionnant. Nous avons la même formation chez nous en Guadeloupe et ici à Mayotte, eh bien, j'ai vu des formations qui s'adaptent rapidement aux besoins de l'île, par exemple dans le domaine du gardiennage. Et ça, c'est très encourageant pour la suite, pour la capacité à réduire, à lutter contre le chômage. Alors, je rappelle que vous êtes également membre de la Commission des finances à l'Assemblée nationale. Dans le cadre de votre visite, vous avez rencontré la société civile, mais également des élus. Que retenir de ces échanges ? Eh bien, effectivement, rapporteur spécial au budget des Outre-mer, celui qui donne l'avis sur les amendements et sur le budget à l'Assemblée nationale, j'ai souhaité me transporter sur le territoire de Mayotte parce qu'il y a eu l'année dernière des événements significatifs et qu'il y a eu un plan d'urgence, un plan de développement. Ce que je retiens, tout d'abord, des points positifs, ce n'est pas l'argent qui manque, 1,3 milliard qui ont été dévolus. Ce que je retiens aussi, contrairement à d'autres collectivités territoriales, c'est que les collectivités locales n'ont pas forcément des problèmes budgétaires, en tout cas pas plus que les autres. Elles ne sont pas très endettées, elles ont une capacité d'épargne. Je retiens des potentiels intéressants dans le domaine du tourisme et de la pêche. Par contre, il faut pouvoir consommer ces 1,3 milliard de plan d'urgence. Et là, il y a des efforts à faire pour l'État, pour les collectivités territoriales, des services d'ingénierie. Parce que si on n'y prend pas garde aujourd'hui, on ne pourra pas préfinancer les fonds nécessaires et le développement de Mayotte
ne permettra pas de consommer suffisamment les fonds rapidement. Donc il faut vraiment une dizaine de fonctionnaires supplémentaires au niveau de l'État, autant au niveau des collectivités, pour pouvoir, dans l'ingénierie, monter les dossiers, préfinancer. L'AFD est prête à le faire, l'a déjà fait, elle peut aller plus loin pour pouvoir vraiment consommer ces fonds qui ont été mis à disposition de Mayotte. Alors, Mayotte, département, est également région, mais ne bénéficie toujours pas de la mise en place d'une assemblée unique. Est-ce que cela pourra-t-il se faire d'ici la fin de l'année? En tout cas, c'est nécessaire. Et effectivement, ce département avec les compétences régionales, je discutais ce matin avec un vice-président en charge des finances et du développement économique, me faisait remarquer que la dotation de l'État concernant la région n'a pas été suffisante, autour de 800 000 euros. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, on parlait du RSMA. Une fois que ces jeunes sont sortis, ils doivent pouvoir bénéficier, pourquoi pas, d'une formation diplômante. Et ça, ce seraient les AFPA qui pourraient le faire sur le financement des compétences formation professionnelle de la région. Donc oui, il faut aller plus loin. Il faut simplement que l'ensemble des compétences dévolues aux Mahorais concernant le conseil départemental régional puissent trouver écho en termes de moyens de financement. Alors, sur le plan économique, on parle souvent du désenclavement de Mayotte, et ce désenclavement de Mayotte, tout le monde le dit, les élus, la population, cela passe par l'agrandissement de la piste d'atterrissage de Mayotte. Est-ce que ce projet est prévu par le gouvernement prochainement? En tout cas, moi j'ai trouvé des Mahorais tout disposés à rallonger la piste sur le plateau Platier, modulo la gestion de quelques problématiques écologiques, et donc c'est nécessaire pour au moins deux choses. On parle de tourisme, il faut pouvoir avoir des plus gros porteurs qui viennent à Mayotte, et on parle de concurrence, il faut que peut-être d'autres compagnies puissent s'exprimer ici, et pour cela, il faut effectivement rallonger la piste. Je crois que le gouvernement est très sensible à cela. En tout cas, moi, je le suis. Merci Olivier Servat d'avoir accepté de répondre à nos questions. Merci à vous. Dans la région, aux Comores, cette histoire surréaliste. Un patient décédé à l'hôpital El Manrouf est remis à sa famille avant qu'il ne revienne à la vie. Mais une fois ramené aux urgences, sa mort est constatée une deuxième fois par le même service. Les précisions sur cet événement avec nos correspondants Ahmed Ali Amir et Ibrahim Youssouf. L'histoire d'Abdourahmane Darwesh, dit Mamboléo, âgé de 58 ans, est dramatique. Admis à l'hôpital El Marouf dans la nuit, il a été en première hypothèse médicale diagnostiqué inconscient en raison d'accident vasculaire cérébral. Le décès sera constaté quelques heures plus tard. C'est au moment de procéder à la toilette mortuaire que la famille décèle de légers battements du cœur. Les pompiers alertés ramènent le corps aux urgences. C'est quand même grave. Si nous médecins, on cherche ces bruits avec du stéthoscope, et que d'autres qui ne sont pas médecins arrivent vraiment à détecter des bruits du cœur avec la paume de la main. Ça, c'est déjà très grave. Bon, nous, une fois le corps chez nous, on a reconfirmé le décès. Et on est quand même allé un peu plus loin parce qu'il y a dans la littérature médicale, il y a ce que nous appelons la datation de la mort. Et la datation de la mort a été compatible avec l'heure à laquelle notre collègue avait déclaré le décès. Au niveau de la famille, l'incident est clos et personne ne veut revenir sur le sujet. À El Marouf, les médecins sont par contre très remontés contre les pompiers qui ne comprennent pas la raison de leur intervention. Vu la situation qui était dans la famille, parce qu'il y avait du monde qui était là, nos agents ils nous ont ramené la victime vers l'hôpital. Pourquoi? Parce que, nous en tant que sécuristes, on n'a pas le droit de dire que quelqu'un est mort ou pas. À chaque fois qu'on trouve des cas comme ça, toujours on ramène la victime vers l'hôpital. C'est l'hôpital qui nous constate le décès. Le corps remis une seconde fois à la famille a été inhumé dans le calme. Du foot pour terminer, du foot féminin avec l'équipe de France qui se prépare à la prochaine Coupe du Monde qui aura lieu au mois de juin prochain en France. Les Bleus sont rassemblés depuis lundi à Clairefontaine en vue du match contre les États-Unis qui aura lieu le 19 janvier au Havre. 3 ultramarines font partie du groupe. Revue des troupes avec Massiré Correa et Étienne Morel.
Elles sont désormais sous le feu des projecteurs. À 5 mois de la Coupe du Monde à domicile, les Bleus font l'objet de toutes les attentions. 2019 commence fort pour l'équipe de France féminine qui affronte les États-Unis en amical. C'est la dernière ligne droite. Là, c'est le premier match de l'année aussi. Donc, on veut se jauger aussi par rapport à ce qu'on a pu acquérir pendant l'année 2018. Il y a de plus en plus d'engouement, que ce soit les points presse ou même aux entraînements, il y a les supporters un peu plus. Donc voilà, ça fait plaisir. Moi, je ne prends pas ça comme une pression parce que on fait du football et moi, c'est ma passion. Aujourd'hui, j'ai la chance de porter ce maillot bleu, donc pour moi, c'est une fierté. En 2018, les Bleus restent sur 7 victoires de rang. L'équipe de France compte bien poursuivre sa préparation au vu du mondial avec ce choc contre les Américaines. On sait que c'est l'équipe favorite de cette Coupe du Monde. Après, on est une belle équipe aussi et on va tout faire pour bien entamer cette année et pour gagner. Elles sont premières au classement FIFA, donc on s'attaque à un gros morceau, mais tout est possible. Il faut continuer à peaufiner les automatismes, à peaufiner aussi le travail effectué durant la semaine et même durant les derniers rassemblements, continuer à monter en puissance tout simplement, donc ça sera un beau test pour nous. L'équipe de France s'impose naturellement comme une des favorites de la compétition. 2019 pourrait bien marquer une grande étape dans l'histoire des Bleus. Je pense que tout le monde attend la Coupe du Monde avec impatience. C'est chez nous, c'est la première fois et voilà, on a à cœur de faire une très belle compétition pour que justement ça développe encore plus le football féminin. Pour cette affiche de l'année, le stade du Havre dépassera la barre des 20 000 spectateurs, une des meilleures affluences. Voilà qui met un terme à cette édition. Je vous rappelle qu'une explosion a eu lieu aujourd'hui. 3 bonbonnes de gaz ont explosé aujourd'hui à l'université de Lyon 1, provoquant 3 blessés légers. Une actualité qui nous a conduit à évoquer les précautions à prendre avec la consommation du gaz à Mayotte. Nous avons à ce titre rencontré un restaurateur à Mamoudzou. Merci pour toute votre fidélité à ce journal. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en maoré. Passez une très belle soirée sur La Première. On se retrouve demain, 19h.